Victime et coupable à la fois, c'est la drôle de position qu'occupent les jeunes filles élèves burundaises qui ont le malheur de tomber enceintes ou contraintes au mariage alors qu'elles sont encore au niveau du fondamental et du post-fondamental. Le peu qu'on puisse dire est que l'ordonnance rendue publique en début de semaine par la ministre de l'Éducation, Janvière Ndirahisha, est on ne peut plus contradictoire. Le texte spécifie en effet d'abord que ces jeunes filles sont victimes, mais conclut par une décision qui ressemble davantage à une sanction qu'à autre chose, puisqu'il précise que les jeunes filles, tout comme les garçons auteurs de grossesse, n'ont pas le droit de réintégrer le système éducatif, public ou privé, mais sont autorisés de fréquenter l'enseignement des métiers ou de suivre une formation professionnelle. Quel est le sens d'une telle décision? N'est-ce pas de la discrimination? Quel peut être le sentiment des jeunes filles et des garçons dans cette situation? Ce sont là les quelques questions qui vont être posées à nos invités sur cet unique sujet qui va être traité dans cette 36e édition du Club de la Presse. Les invités, qui sont d'abord les dames, Maître Jeanne d'Arc Zanignana, vous êtes juriste et membre du mouvement des filles et femmes pour la paix et la sécurité au Burundi. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue. Merci beaucoup. Ensuite, nous sommes avec Audace Nimbona, journaliste à la radio Inzamba Agateka Kawe et surtout professeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Franck. À toutes, à tous, bonjour, bienvenue. Audace Nimbona, vous êtes professeur, une expérience assez longue dans le métier. Il paraît que le nombre de grossesses s'accroît au jour le jour dans le fondamental et le post-fondamental. Est-ce que c'était un réel problème à une certaine époque, avant cette époque-ci? Et comment est-ce que ça se passait lorsque, par exemple, une jeune fille tombait enceinte, quand elle était encore élève? Oui, dire que ce phénomène est nouveau, ça serait mentir. Mais actuellement, ça prend une allure inquiétante. Et les raisons qui font que, justement, que ce phénomène prend une allure inquiétante, elles sont nombreuses. Dans le temps, il y avait des établissements qui étaient destinés aux filles, et des établissements destinés aux garçons. Donc, ils vivaient séparément. Il n'y avait pas de mixité. Il n'y avait pas de mixité. Et là aussi, des filles étaient engrossées de manière ou d'une autre, mais ça n'avait pas une allure comme celle que nous avons aujourd'hui. Alors, actuellement, avec l'évolution de la technologie, il y a certaines réalités qui sont là, qu'on observe ici et là, dans les familles. C'est notamment être en contact avec ces histoires de vidéos qui circulent. Il y a les enfants qui observent tout ça en l'absence de leurs parents. C'est-à-dire que quelque part, il y a une influence due justement à cette nouvelle technologie. Il y a aussi cette situation de pauvreté dans laquelle vivent les familles. Et les enfants sont souvent victimes parce que leur papa n'a pas satisfait justement à leurs besoins. Il y a les motards qui sont là, qui sont aux aguets, les chauffeurs, il y a les fonctionnaires, il y a les professeurs eux aussi. Il y en a qui sont accusés d'avoir engrossé leurs élèves. Bref, la tentation est trop forte. La tentation est trop forte actuellement. Oui, et à l'époque, mais comment ça se passait lorsqu'une jeune fille tombait enceinte alors qu'elle est encore élève? Oui, enfin, je peux placer cette question en deux temps. Il y a d'abord, dans les premières années, avec l'acceptation de la fille à l'école, une fille tombée enceinte était automatiquement chassée de l'école, et elle n'avait pas le droit de reprendre cet établissement. Ou un autre établissement si vous voulez. Oui, parce qu'on considérait que c'était une honte à la famille. Et donc c'était pire que la décision d'aujourd'hui. Voilà. Alors, il est venu un autre temps
où quand même on a allégé cette mesure et on a accepté que l'élève qui tombe enceinte va chez elle, chez sa famille, et elle accouche l'enfant. Et après quelques temps, 2 ans ou 3 ans, elle pouvait reprendre l'école. Si j'ai bonne mémoire, c'est à l'époque de la présidence de Bagaza. Et c'était la ministre Euphrasie. Oui. Oui. Alors, c'est 2 situations dont je me rappelle facilement. Ce qui a suivi, c'est peut-être la situation du moment où la ministre Janvière adopte une autre attitude qui finalement surprend tout le monde. Cette attitude surprend tout le monde parce que s'il faut bien analyser, eh bien, nous constatons que quand même il y a ça ne va pas dans cette décision de la ministre. Nous reviendrons sur ce que vous appelez le ça ne va pas tout à l'heure. Maître Jeanne d'Arc Zanignana, pensez-vous que la situation soit devenue ingérable en raison de la recrudescence de ces grossesses et que cela peut donc justifier une telle décision? Selon les résultats d'une enquête démographique et de santé de l'ISTEBou, l'Institut des statistiques, enquête menée sur la période de 2016-2017, la moyenne nationale de 8% des adolescentes a déjà eu précocement un enfant ou enceinte d'un premier enfant. Alarmant quand même. Est-ce que cela peut vraiment justifier cette décision ? La question que c'est alarmant, oui c'est alarmant. C'est quand même une question très sérieuse qu'on devrait normalement voir comment gérer. Mais je pense aussi que c'est une question qu'on devrait réfléchir par rapport au contexte du pays dans lequel beaucoup de gens se trouvent aujourd'hui. Le Burundi est devenu un pays pauvre. Le Burundi est devenu un pays où la culture... Le plus pauvre de la planète, le plus pauvre de la planète, où la culture, l'éducation sont vraiment presque bannis de notre mode de vie. Et du coup, cette pauvreté fait que les enfants, ils sont obligés de se débrouiller quelque part, d'aller, s'il y a un monsieur qui vient et qui leur offre 500 000 francs en contrepartie des rapports sexuels et que d'un coup, ils tombent enceintes. Donc, c'est vraiment une question très alarmante qu'on devrait s'asseoir et réfléchir, mais qui devrait en fait non pas donner l'opportunité au ministre de sortir des décisions qui viennent pour enfoncer le clou. Enfoncer le clou, mais ça devrait en fait être une sorte de réflexion que le ministre, le gouvernement burundais devrait trouver une solution, se demander pourquoi en fait, pourquoi cet accroissement du taux de grossesse qui sont dans les écoles. C'est ça en fait la question qui devrait être posée et non pas sortir une décision qui vient pour sanctionner ces élèves alors que le vrai motif qui fait que ces grossesses existent soient traitées. Le texte désigne ces filles comme des victimes, d'abord des victimes, j'insiste sur le mot victime, mais à la fin une décision qui est semblable à une sanction est prise. Comment interprétez pour vous cela, Audace? Oui, enfin, mon interprétation, c'est que ces filles sont doublement, finalement, punies. Parce que quand on est victime, si on doit punir la victime, vous sentez que quand même... Elle est encore revictimisée. Revictimisée, c'est votre néologisme, bien sûr. Mais de toutes les façons, la décision prise par la ministre de l'Éducation, c'est une décision que l'on peut déplorer, même si elle met en avant les sanctions. Oui, sanctionner, c'est normal quand on est fautif. Et là, j'oriente cette sanction vers les auteurs des grossesses. Il faut absolument les punir parce qu'il faut aussi protéger les filles, il faut les protéger. Mais moi, je vois en la question, c'est une décision qui n'a pas considéré la vraie cause du problème. Il faut absolument qu'il y ait des états généraux de l'éducation
pour contourner toutes les questions à rapport avec l'éducation. Parce que on a constaté, on a passé tout un temps devant les élèves, nous avons constaté que finalement, quand on évoque les élèves comme étant souvent étant les auteurs, oui, je ne nie pas, mais c'est à un pourcentage très réduit par rapport aux autres personnes qui sont impliquées dans l'engrossement des filles. Donc, il faut protéger l'enfant non pas seulement au niveau de son établissement, mais il faut aussi protéger la fille au sein même par rapport à l'environnement général, parce que nous l'avons dit, et nous avons son droit de le répéter, il suffit d'un petit rien pour détourner la fille, surtout s'il faut considérer la situation dans laquelle le pays vit. C'est la pauvreté, on a évoqué ça. Et oui, les histoires de WhatsApp, tout ça, l'évolution de la technologie, c'est aussi un autre facteur qui accentue justement le pourcentage de grossesse. On a vu, vous parlez des personnes qui engrossent, on a vu en autre plan, notamment en Europe et en France particulièrement, où on parle de ces questions de jeunes gens qui partent, dans des écoles, qui tirent dans les écoles, aux États-Unis aussi. Et l'une des décisions qui a été prise, c'est notamment interdire totalement le téléphone dans les écoles, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants. Vous pensez que ça peut être une solution également sur le plan de l'engrossement? Moi, j'ai toujours pensé que ce qui réussit ailleurs peut aussi réussir quelque part ailleurs. Si la mesure a réussi en France, aux États-Unis, enfin, pour l'instant, c'est une nouvelle mesure. Oui. On n'en connaît pas encore l'impact. Ok. Mais de toutes les façons, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer, toujours dans le positif. Oui. Est-ce de la discrimination, Jeanne d'Arc? Autrement dit, est-ce que ce sont les droits de ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui sont bafoués? C'est de la pure discrimination. Le droit à l'éducation, c'est un droit quand même que la Constitution donne à tout Burundais. Sacré. Sacré, oui. Et universel. Et c'est sacré et universel. Donc, dire que les filles mères ou les garçons qui ont des enfants, qui n'auront plus le droit de faire des études comme les autres, c'est vraiment de la pure discrimination. Et en plus que ça peut être sur peut-être une suspicion, la jeune peut avoir couché peut-être avec 3, 4, 5 garçons ou 5 hommes. Et ça revient à déterminer qui est le père en fait. Quand on dit les garçons qui ont fait en sorte que les filles tombent enceintes et qu'ils n'auront plus le droit d'étudier, de faire l'école publique ou privée. Mais comment déterminer en fait que ce garçon est réellement le père? C'est ça la question. Il y aura des problèmes dans ce sens, mais aussi, est-ce que réellement ce garçon, bien qu'il soit le père de l'enfant, est-ce que réellement le fait de le dire tu ne vas plus à l'école, c'est vraiment la solution? Et que va devenir en fait cet enfant ou cette fille qui... En fait, il fallait l'encourager quelque part pour faire des études. Et du coup, le ministre vient pour dire, toi, tu ne vas pas faire des études, tu vas juste faire le métier. Et que, justement, Jeanne d'Arc, si vous étiez à la place de la jeune fille qui est dite victime, mais contre laquelle des sanctions sont prises pour faire des études de métier ou une formation professionnelle, alors que la jeune fille est suffisamment ambitieuse pour faire de longues études et devenir plus tard médecin ou avocat ou avocate ou encore journaliste, hein, qui sait. Qu'est-ce que vous diriez si vous étiez à sa place? Quel serait votre sentiment? C'est un sentiment de désolation en fait. C'est un sentiment Quand on parle de victime, moi j'ai essayé de comprendre la notion de victime par rapport à ce texte. Et j'ai imaginé aux nombreuses filles, par exemple, qui sont victimes de viols au Burundi, aux nombreuses filles qui couchent avec des hommes mariés, au lieu de peut-être de revoir notre mode de vie, de revoir... Et dont vous vous occupez par ailleurs. Et dont on s'occupe, oui.
ce sont des filles qui sont démoralisées, ce sont des filles qui ont parfois perdu leur sentiment d'appartenance à une communauté. Et le fait de les remettre à l'école, de leur montrer qu'elles sont capables de continuer les études, c'était une façon de revaloriser ces filles. C'était une façon de leur montrer, c'est vrai, vous êtes tombée enceinte, mais ce n'est pas la fin du monde, vous pouvez vivre, vous pouvez devenir des juristes, des médecins, des journalistes. Et du coup, le ministre dit non, non, vous allez juste apprendre à coudre, vous allez juste apprendre à faire de petits métiers. C'est la catastrophe. Et moi, je n'ose même pas imaginer l'état d'esprit de ces filles. C'est vraiment la catastrophe. Audace. Même question, si vous étiez à la place de ce garçon qui est dans le texte, lui, il est considéré comme coupable, hein, pas comme victime, juste coupable. Et l'ordonnance dit que le garçon aura juste le droit d'aller dans une école de formation professionnelle ou de métier. Hein. Si vous étiez à la place de ce garçon-là, qu'est-ce que vous diriez? Quel serait votre sentiment? Non, c'est tout simplement un sentiment d'indignation parce que d'abord, je n'ai pas de force pour refuser la décision du ministre ou de la ministre. Je suis indigné, je n'ai pas de force. Mais de toutes les façons, s'il faut revenir sur cette décision, c'est une décision qui n'a pas été pensée, bien repensée. Je pense qu'il faut finalement revenir sur cette décision parce qu'elle n'a pas de place, s'il faut bien réfléchir justement sur ça. Hein? Oui, parce que l'enfant qui était destiné peut-être à faire de longues études, à être cadre du pays, et que tu l'orientes justement vers un autre domaine qui n'est pas de son option, pour avoir enfanté, pour avoir engrossé ou pour avoir accouché, c'est pas. L'enfant qui. Attends un peu. Puisque l'enfant qui est issu de cette histoire, il reste burundais, lui aussi. L'enfant, je dis bien, il aura besoin d'une éducation. Demain, ils vont refuser l'éducation à ces enfants. Je pense que ça s'oriente peut-être vers là. Il faut bien voir les choses. Alors, moi, personnellement, vous me posez la question de savoir mon sentiment. Je dis que c'est bien. Si vous étiez à la place de ce garçon-là. Si j'étais à la place de ce garçon, j'aurais un sentiment d'indignation. C'est-à-dire, je n'aurais pas de force pour refuser justement la décision de la ministre. On le disait tout à l'heure, et en plus que dans le texte, il n'est pas spécifié qu'il y aurait enquête. Hein, pour prendre une telle décision, que le garçon est effectivement le père de l'enfant, et donc il faut prendre la décision à son encontre. Ce n'est pas précisé qu'il y aura une enquête. Mais de toutes les façons, il faut savoir qu'il y a aussi des caprices des filles. Les filles, très souvent, et c'est une réalité que nous connaissons. Oui, les filles, souvent, elles mentent et disent, voilà, au lieu de dénoncer l'autre, parce que l'autre, je vois que ça peut créer des remous au sein de la famille ou au sein de la communauté. Il faut que finalement, au lieu de parler de ce vieux-là qui m'a engrossé, il faut mettre ça sur il faut dénoncer Franck, par exemple, parce qu'il est mon camarade d'école. Raison de plus. Ah oui. Raison de plus, donc. Mais il y a aussi, si je peux revenir un tout petit peu, il y a aussi le fait de reconnaissance d'un papa qui reconnaît son enfant. Si aujourd'hui le garçon est rendu coupable d'avoir engrossé une fille, demain il dira non, c'est pas du tout mon enfant. Et du coup l'enfant il va se retrouver sans père. Et donc c'est très sérieux. Raison pour laquelle on devrait justement mentionner qu'on aura justement à tester, à voir si réellement à tester la paternité. Donc, il y aura une investigation. Et une mesure pourra être prise après enquête. Dans le texte, on parle des garçons élèves auteurs de grossesse, mais pas un mot sur les enseignants et d'autres catégories de personnes auteurs de ces grossesses, comme par exemple le cas de la commune Mugamba et d'autres endroits aussi où l'on parle de militaires et de fonctionnaires qui ont engrossé beaucoup d'adolescentes et surtout des élèves. Serait-ce une façon de les protéger, Maître
Jeanne d'Arc, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup plus de politisation dans nombre de domaines. Absolument, c'est pour moi une façon de les protéger parce que comme on l'a dit, cette décision normalement ne devrait pas en fait venir pour sanctionner ces filles, ça devrait être une décision en fait pour sanctionner les auteurs de cette grossesse normalement. Ça devrait être une décision qui était bien réfléchie, ça devrait être une façon de voir comment bannir ces grossesses non désirées des filles qui la plupart des fois les auteurs sont des professeurs, quoi qu'il en soit des personnes adultes. Normalement, ça devrait être une décision qui protège ces élèves. Une décision qui vient pour faire en sorte que ces grossesses soient bannies vraiment dans la sphère de l'éducation. Comment expliquer, Audace, que le texte ne parle pas des autres, hein, notamment les professeurs, les directeurs d'école, les fonctionnaires, les militaires, etc., etc. Moi, je pense que la décision a été mal pensée et sûrement que la ministre n'a pas écouté ou n'a pas voulu contacter ses conseillers pour finalement aller jusqu'à prendre une telle décision. Sinon, il y a d'autres situations qui échappent à la ministre. Et là, j'évoque par exemple où dans certains établissements à système d'internat, il y a des directeurs qui vendent les enfants. Je vous demande pardon? Pas vendre mais ce sont des directeurs qui mettent en contact, et des contacts suspects. Vous voyez? Donc, selon les affinités de ces gens qui cherchent les filles, ça c'est une réalité. C'est une réalité. Vous voulez dire que les directeurs sont des intermédiaires? Voilà, c'est ça que je voulais dire justement. Certains directeurs, pas tous bien sûr, mais nous connaissons des cas. Oui, vous parlez par expérience, c'est sûr. Par expérience, il y a des directeurs qui ont des affinités avec des gens suspects et qui aiment, par exemple, telle fille pour avoir vu sa stature, je sais pas, sa beauté, etc., etc. Et qui mettent des contacts au sein de la direction. Et le directeur, peut-être qu'on lui fait quelque chose, je ne sais pas, mais c'est une triste réalité que nous connaissons. Vous ne le dites pas dans cette émission, mais demain, après-demain, si on vous interrogeait sur vos propos, vous auriez le courage de désigner un directeur? Bon, le désigner, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile de le désigner. Quand vous entendez une telle chose, que les directeurs eux-mêmes, moyennant une somme d'argent, peuvent effectivement, comme il le dit, vendre leurs propres élèves, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est une preuve de plus que l'éducation de nos enfants, l'éducation du pays n'a plus de place dans le système gouvernemental de notre pays. En fait, ce sont ces questions même que normalement le ministre devait se pencher, et du coup, il se penche sur en fait le résultat sans toutefois voir réellement l'origine de ce problème. Et puis, c'est assez anecdotique. La décision en question fait l'objet d'un seul paragraphe dans une ordonnance dont l'objet porte sur les fraudes des documents scolaires dans les écoles publiques et privées. Je répète, cela fait l'objet d'un seul paragraphe dans une ordonnance dont l'objet porte sur les fraudes des documents scolaires dans les écoles publiques et privées. Est-ce que c'est une façon de noyer cette incongruité, Audace? Moi, je ne pense pas que c'est une façon de noyer. Seulement, elle a évoqué... Est-ce qu'il y a une logique dans une ordonnance qui porte cet objet-là? Moi, je trouve qu'il y a une logique. Ah oui? Pourquoi? Parce que ce soit la fraude des documents, c'est un problème au sein du système éducatif. Que ce soit les engrossements, c'est aussi un problème. Alors, évoquer les deux problèmes dans un même texte, moi je trouve que ce n'est pas un problème, parce que tous ces points concernent l'éducation.
Qu'est-ce que vous en pensez, maître? Est-ce que c'est normal de mêler ces deux objets dans un même texte? En fait, moi, je pense que la décision, en fait, en soi, dire la fraude des documents, c'était une bonne décision, mais inclure la décision de question d'engrossement des filles n'avait pas lieu. C'est pas un truc fiable qui devrait être en fait dans cette décision. C'est mon humble avis. La décision des engrossements, ça devrait être une décision qui est unique, mais qui est vraiment approfondie pour voir les causes, pour voir comment en fait arriver à aller au-delà de tout ça. Mais être une décision parmi les fraudes, pour moi, ça n'a rien à voir. Ça aurait peut-être mérité une ordonnance à part? Peut-être oui, mais après des études, comme je le dis, approfondies de la décision. Mais sinon, dire la question de fraude de documents, la fraude, ça veut dire qu'on a caché quelque part. Mais les grossesses, c'est une chose jamais cachée. Les garçons qui engrossent des filles, c'est pas du tout de la fraude. C'est un truc qui est là. Ça n'a rien avec la fraude. Donc, attends un peu. Justement, hein, ce n'est pas pour revenir à mon intervention. C'est tout simplement pour vous dire que, finalement... Mais vous savez, vous avez le droit de changer d'avis. Hein? Non, je ne change pas d'avis. On dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Je ne change pas d'avis. Je ne change pas d'avis. Mais seulement, le fait d'avoir mélangé les deux, cela montre que, justement, on n'a pas pris le temps de réfléchir sur la gravité des deux problèmes, parce que les deux sont extrêmement pertinents. Ah oui, que ce soit la fraude des documents, c'est vraiment c'est très pertinent. Les engrossements, c'est également pertinent. Tout à fait. Audace, que diriez-vous à la ministre Janvière Ndiraïcha si vous la croisiez aujourd'hui après cette ordonnance? Deux choses. Je lui dirais deux choses. La première chose que je lui dirais, c'est de convoquer les états généraux de l'éducation pour étudier les problèmes qui concernent l'éducation en profondeur. Pas dans une seule journée, mais pendant une certaine période. Alors, il faudra qu'elle invite qui? Il y a d'abord les parents, les élèves, de toutes les façons, pas tous, mais les représentants, inviter les élèves eux-mêmes, inviter les juristes, inviter les administratifs, inviter les journalistes, inviter les agents de sécurité pour parler éducation. Pour parler éducation et en profondeur. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est de lui dire qu'il faut contacter les conseillers. Hein? Avant de prendre une décision, quand nous sommes en train d'analyser cette histoire, cela montre que réellement, la ministre n'a pas contacté ses conseillers. Vous les déchargez, les conseillers, hein, si ça venait d'eux. Mais bon, peut-être que vous avez raison. Maître Jeanne d'Arc, que diriez-vous à la ministre si vous la croisiez maintenant? Alors, je ne vais pas répéter ce que Audace a dit, parce que moi aussi je le dirais de la même manière, mais je vais aller plus loin, je vais lui parler en tant que femme, en tant que mère. Je vais un peu qu'elle réfléchisse, qu'elle aille au-delà de ses pensées, parce que je pense qu'elle aussi elle a des enfants. Essayons de penser à ses enfants, de penser aux enfants de ses frères, de ses sœurs. Si demain, elle tombe enceinte, si demain, ces garçons engrossent des filles, est-ce que la punition serait de les mettre dans des écoles de métier? Est-ce que les droits de ces enfants seront pour autant diminués parce qu'ils ont eu un enfant ou engrossé quelqu'un? En fait, c'est ça que je veux. Je veux qu'elle réfléchisse en tant qu'une maman, en tant qu'une femme, et que la décision qu'elle prenne, qu'elle sache que c'est une décision qui va aller plus loin, qui va toucher même les enfants de ses enfants. Parce que demain, peut-être, de par sa décision, on va dire, vos enfants qui sont issus hors du mariage, vous n'allez plus étudier. En fait, c'est une question de l'interpeller, d'essayer toujours de réfléchir aux conséquences, en fait, des actes et des décisions
qu'elle est en train de prendre. C'est la fin de cette 36e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Audace Nimbona, journaliste à la radio Nzamba Kakao et ancien et professeur, ainsi que maître Jean d'Arc Zanignana, juriste. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci également à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios RPA, Nzamba et la Télé-Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.